en présentiel ici au ministère de la Santé et en distanciel pour cet événement très important qui est la présentation de la deuxième feuille de route du numérique en santé qui va dresser nos priorités sur la période 2023-2027. Et on est vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui dans la salle. Donc, Raphaël Beaufray et moi-même, Ella Gareni, on est les co-responsables du numérique en santé. On va être un peu les maîtres de cérémonie ce matin. Et sans plus attendre, pour commencer la matinée, je vous propose d'accueillir chaleureusement Monsieur le ministre Jean-Christophe Combe qui nous fait l'honneur de sa présence pour introduire la séance de ce matin. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous, Madame, Monsieur les responsables du numérique en santé, Mesdames et Messieurs, en vos grades, qualités et fonctions. Je suis ravi de vous accueillir ici, qui est le ministère de la Santé, qui accueille le ministère de la Santé et de la Prévention, mais également le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci Ella et Raphaël. Merci à vous de m'accueillir. Je suis très heureux d'ouvrir cet événement d'annonce de la feuille de route du numérique en santé 2023-2027 et surtout que le médico-social et le social soient ainsi mis à l'honneur, ce qui est de plus en plus fréquent d'ailleurs, avec un travail de fond que mènent la DNS, la DGCS et la CNSA sur le sujet. Quelques mots de remerciement d'abord à la délégation ministérielle du numérique en santé, pour tout le travail suscité par la rédaction de cette feuille de route, à l'ensemble des acteurs engagés, des administrations, mais aussi du terrain, parce que votre mobilisation a permis, en identifiant les problématiques très concrètes propres à chaque écosystème, de rendre ce document stratégique majeur, opérationnel, et qui ne perdent pas de vue les objectifs principaux qui sont de rendre un meilleur service public, mais aussi de faciliter la vie de nos professionnels. Je ne vous l'apprends pas, notre pays est confronté à une urgence démographique liée au vieillissement de la population qui va changer complètement le visage de notre société dans les années à venir. En 2030, un tiers de la population française sera âgée de plus de 60 ans et les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. La manière dont notre société prend soin de ses aînés et des personnes les plus fragiles doit donc s'adapter. Nous devons être en capacité de proposer d'ici à 2030 une véritable transformation garantissant un accompagnement de qualité au service du projet de vie de chacun. L'offre de santé et l'organisation des établissements et services médico-sociaux, nos EHPAD, comme l'ensemble des intervenants à domicile, sont au cœur des enjeux du maintien de l'autonomie. Et pour construire une société de plus en plus inclusive et faire face à la transition démographique, nous devons revoir l'organisation des soins et l'accompagnement des personnes et améliorer considérablement la continuité des parcours. Et dans le monde d'aujourd'hui, ces transformations nécessaires sont impossibles sans des solutions numériques adaptées et déployées très largement. Ces dernières années, le premier plan d'investissement numérique dans le médico-social, ESMS numérique, piloté par la CNSA et la DNS, a été un programme historique d'accompagnement de la transformation du secteur. Les établissements et services accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap ont pu s'équiper massivement de dossiers usagers informatisés ou renouveler leur équipement matériel et logiciel. L'engagement des acteurs du médico-social a été au rendez-vous et je tiens ici à le saluer et à le souligner. Ces premières étapes sont aussi l'occasion de structurer ces fonctions nouvelles dans les organisations sociales et médico-sociales, la mutualisation, le partage de compétences, d'expertise et de moyens comme les grappes ESMS numériques ou les collectifs SI ESMS dans les territoires sont des facteurs clés de succès de cette transformation. Cette dynamique nous inspire pour les années à venir. Elle doit se poursuivre et se poursuivra et sera guidée par cette nouvelle feuille de route du numérique en santé. Alors, après avoir mis les bases, on doit maintenant se projeter dans les usages et les transformations que le numérique doit apporter. On doit prioritairement poursuivre le travail pour renforcer massivement les échanges de données entre les acteurs du monde sanitaire, social et médico-social, encore bien trop cloisonnés comme vous le savez tous, pour faciliter la coordination des parcours des personnes et cesser de les renvoyer d'un guichet à l'autre. L'amélioration de la coopération entre les acteurs,
nous en avons posé les bases en créant le service public territorial de l'autonomie qui a été inscrit dans la proposition de loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale sur le bien vieillir. La concrétisation des missions de ce nouveau service public qui prévoit des garanties concrètes en termes de qualité d'accueil, de délai de traitement, de coopération sur les situations complexes, devra s'appuyer sur des solutions de partage de données des différents systèmes d'information, simples mais sécurisés. C'est un enjeu prioritaire qui permettra d'améliorer visiblement, et je l'espère rapidement, le quotidien des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Une feuille de route spécifique sera dédiée aux données de santé et sera d'ailleurs construite d'ici à la fin de l'année. L'accessibilité des services numériques à toutes et à tous sera un point d'attention majeur. Nous avons d'ailleurs, je crois, beaucoup à nous améliorer dans ce sens. Je suis également très attaché à l'aide que nos travaux permettront d'apporter aux aidants, notamment dans la gestion de la santé de leurs proches, avec des délégations d'accès sécurisées à mon espace santé. De même, l'appui au service de la santé de l'enfant avec le numérique est essentiel pour contribuer à un repérage précoce et à une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap. Enfin, le déploiement accéléré des solutions numériques innovantes qui font la preuve de leur impact en termes de prévention de la perte d'autonomie, notamment via l'un des grands défis autonomie France 2030. J'ai souvent entendu dire que le secteur médico-social était en retard sur le numérique. Aujourd'hui, je le sais, ce secteur est pleinement engagé. Et c'est à nous, acteurs publics, établissements et services, entreprises du secteur, de montrer ce que le numérique peut apporter au service de la santé, de l'autonomie, mais aussi de l'inclusion. Aussi, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris part à l'élaboration de cette feuille de route et à vous dire que je compte sur vous, tout autant que vous pouvez compter sur nous et mes services pour la suite. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette introduction. Et je vous propose maintenant, avant de rentrer dans le fond de la feuille de route, de regarder un petit peu son making-of. Donc, on a un petit film à vous montrer sur le tour des régions qui a eu lieu en janvier, en février. Donc, je passe la parole à la régie. Le numérique en santé se déploie du coup depuis plusieurs années avec une ambition politique qui est forte. L'enjeu du numérique en santé a été pris en compte dès 2018 comme étant un levier de transformation du système de santé. Ce virage a été pour moi, sur tous les plans, extrêmement visible, extrêmement rapide. Pour le citoyen, c'est une vraie révolution. On est dans une génération où le numérique a quand même une place importante, où on a toujours un téléphone à la main quasiment pour les jeunes générations et où on va être plus en difficulté sur tout ce qui est papier. Les patients, quand ils commencent à recevoir des notifications pour dire qu'il y a un professionnel de santé qui a déposé un document dans Mon Espace Santé, ils voient tout de suite l'intérêt de recevoir et d'avoir au même endroit, dans un endroit sécurisé, toutes leurs données de santé. Mais il faut que tous les professionnels jouent le jeu. Moi, je suis parfaitement convaincu de la première feuille de route. Je trouve qu'il y a une grande cohérence dans la réflexion autour de la mise en place des services socles et que la deuxième va vraiment s'appuyer sur ce qui a été fait à l'occasion des 4 premières années pour vraiment simplifier. On a vraiment souhaité avoir cette dimension de co-construction sur les points les plus positifs de la feuille de route du numérique en santé, mais également en mettant en évidence les points d'amélioration. On a voulu faire une concertation, on ne voulait surtout pas que ça soit descendant. Des petits ateliers où les acteurs se sentent finalement en confiance, en échange. Grâce à ce type d'événement, clairement, on peut partager nos points de vigilance, nos avis et construire des collaborations qui vont durer dans le temps, qui vont être utiles. Jusqu'à présent, en fait, le monde de la santé et du numérique fonctionnait de manière très séparée et là, c'est l'occasion de travailler ensemble. Et c'est réellement ce que les patients, les usagers que nous sommes tous, attendent. C'est que tout le monde s'approprie et soit acteur de Mon Espace Santé et du numérique en santé pour qu'eux se sentent soutenus et sécurisés dans l'usage.
Ségur doit nous apporter ce déploiement pour qu'on alimente mon espace santé et que à la fois les patients et les professionnels s'approprient ce nouvel outil, cette nouvelle plateforme. Donc avec les usages, c'est vraiment le mot-clé de la prochaine feuille de route. Et l'attente que nous remontent beaucoup les acteurs, c'est vraiment l'ergonomie des logiciels, l'intégration des logiciels, tout ce qui est interopérabilité. Il faut que ce soit simple pour que les acteurs se l'approprient. Donc, je pense que ça, c'est un de nos enjeux forts, que nous, on fasse en sorte de transformer ce potentiel technologique en vraiment gain dans les usages au quotidien et dans les prises en charge, dans l'accès à la santé. Il s'agit d'aller faire de la démonstration dans les cabinets, par exemple des médecins, ou alors d'aller à la rencontre des professionnels de santé au sein des établissements. Et ces allers-retours facilités entre le terrain et le niveau national qui a les clés pour résoudre tout un tas de problèmes et pour impulser, accélérer tout un tas de projets. Le levier est considérable. On a une possibilité d'accompagnement nettement améliorée des usagers, que ce soit dans les politiques de prévention, dans la prévention personnalisée, que ce soit dans l'accès aux soins, que ce soit dans la surveillance, dans la prévention secondaire, dans l'accompagnement de manière générale. Ça va devenir incontournable, ça va y compris devenir incontournable, j'en suis à peu près convaincu, dans les techniques diagnostiques et dans l'accompagnement vraiment au diagnostic, à la proposition de traitement. Et les métiers de la santé vont considérablement évoluer. La prévention dans mon espace santé, ça fait vraiment partie des fonctionnalités qui étaient attendues quand nous, on a interrogé les usagers avant même l'arrivée et le déploiement de mon espace santé. Donc, il y a une vraie attente à condition qu'on garde un contact humain, qu'on garde un contact avec l'offre territoriale au site de santé. On va poursuivre, bien sûr, ces synergies, autant au niveau régional qu'au niveau national, et c'est vraiment important. C'est aussi à cette condition qu'on pourra répondre collectivement à ces enjeux que la délégation ministérielle du numérique en santé porte, qui est d'avoir un numérique en santé humaniste et éthique. Voilà, c'était un petit retour en image sur la construction de cette feuille de route, donc, qui, vous l'aurez compris, a été collective et qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges. Pour avancer dans le programme de la matinée, je vais inviter Annie Prévost et Annika Diniz à nous rejoindre. Donc, Annie Prévost, qui est directrice de l'Agence du numérique en santé, et Annika, qui est responsable de Dionis à la CNAM. Merci à toutes les deux de nous rejoindre. Donc, dans cette deuxième séquence de la matinée, on va prendre environ une vingtaine de minutes pour commencer à vous parler de la feuille de route dans son contenu. En gros, d'abord, la feuille de route du numérique en santé, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui définit nos priorités pour les 5 années à venir, parce qu'on a tous collectivement la conviction que le numérique peut et doit contribuer humblement à résoudre les challenges que rencontre notre système de santé. Et donc, pour cela, on a déjà mis en œuvre, vous le savez, une première feuille de route qui nous a largement occupés de 2018 à 2022, qui a fait l'objet d'un effort colossal, d'un travail considérable mis en œuvre par l'ensemble des acteurs. Et à la fin, il nous reste de cette première feuille de route 2 actifs principaux. D'abord, un cadre technique d'urbanisation avec ces fameux services socles que l'on retrouve représentés dans la maison où l'État développe les infrastructures nécessaires au développement des usages du numérique en santé. Et quelque part, l'actif central de ce cadre technique, c'est bien évidemment mon espace santé, le carnet de santé des Français qui marche pour de vrai. 90% de la population a aujourd'hui un carnet de santé numérique et tous les mois, c'est plus de 10 millions de documents qui sont envoyés aux usagers de notre système de santé à la sortie de l'hôpital, de leur laboratoire de biologie ou du cabinet de leur médecin. On fait en synthèse tous les mois l'équivalent de ce qui a été fait en termes d'envoi de documents de santé aux patients au cours des 15 dernières années. Donc ça, c'est le premier actif qui, vous le savez bien, nous a fortement mobilisés. Et le deuxième actif dont on dispose, c'est très clairement le cadre de collaboration qu'on a réussi à mettre en œuvre, aussi bien entre acteurs publics qu'avec les acteurs de l'écosystème, les représentants des usagers, les représentants des professionnels de santé, les représentants des industriels du secteur. Et c'est grâce à ce cadre de travail collectif que l'on peut vraiment croire en notre capacité à faire de la France un leader européen de l'e-santé.
Donc aujourd'hui, ce qu'on va balayer ensemble pendant cette deuxième partie, on ne va pas rentrer dans les 65 objectifs de la feuille de route. On va d'abord un peu vous parler de la méthode, comment est-ce qu'on a construit cette feuille de route. Et ensuite, avec Annie et Annika, on va zoomer sur quelques objets prioritaires et particulièrement emblématiques de cette nouvelle feuille de route. La méthode, vous avez vu le petit film à l'instant sur le tour des régions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, donc la délégation ministérielle du numérique en santé, c'est notre rôle de coordonner l'élaboration de cette feuille de route. On a travaillé avec nos partenaires les plus proches, et notamment l'ANS et l'assurance maladie, pour élaborer une première version qu'on a publiée le 14 décembre dernier à l'occasion de ce qui est un peu notre assemblée générale, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le Conseil du numérique en santé, qui se tient tous les 6 mois, généralement dans cette salle. Et donc, le 14 décembre dernier, on a publié cette version, entre guillemets, martyr, cette pièce à casser. Et ça a lancé une grande concertation en ligne, mais ça a surtout lancé un tour des régions, dont vous avez vu quelques images. Ce tour des régions, il était vraiment extrêmement intéressant puisqu'on a eu des sessions de 3 heures avec beaucoup de participants dans les territoires, des médecins, des patients, des entreprises qui ont travaillé avec nous, parfois dans une atmosphère avec certaines gueulantes, hein, pour être tout à fait franc, mais toujours dans une atmosphère constructive, pour vraiment construire ensemble la e-santé de demain. Et c'est vraiment cette capacité de la construire ensemble qui fait que l'ensemble des acteurs sera aligné demain sur les objectifs sur lesquels on va revenir un tout petit peu plus tard. Donc, dans le cadre de cette concertation, on a reçu plus de 330 contributions en ligne, dans le cadre de concertations particulières avec des acteurs de l'écosystème ou même dans le cadre des fameux tours des régions à l'occasion de ces 18 sessions de travail. Ces contributions, 330 contributions, on les a lues et analysées, épluchées une à une, pour qu'elles viennent vraiment enrichir le document qui vous a été partagé ce matin. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent à distance, je pense qu'on a plus de 150 personnes connectées à distance. Vous pouvez d'ores et déjà y avoir accès en ligne. Ça nous a permis, l'analyse de ces contributions, d'enrichir le document que vous avez entre les mains, cette nouvelle feuille de route du numérique en santé. Cette feuille de route, elle s'inscrit toujours dans le même cadre de valeurs qui reste inchangé. Parce qu'au final, au quotidien, on doit toujours être en capacité de se raccrocher au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'on peut développer des usages du numérique qui soient d'abord éthiques? On l'a dit, c'est extrêmement important pour nous, pour construire un cadre de valeurs qui soit en accord avec le caractère universel et humaniste de notre système de santé, que le numérique vienne s'inscrire dans ce cadre de valeurs et pas le casser. Si je prends l'exemple d'une téléconsultation, eh bien, que deviennent mes données? Est-ce que la consultation est enregistrée? Comment est-ce que je suis en capacité de garantir l'accessibilité de ces téléconsultations, de ces consultations à distance? Tout ça, c'est des questions légitimes que peuvent avoir nos concitoyens et les professionnels du secteur. Et c'est notre rôle de garantir que les usages, les solutions, les services numériques qui sont utilisés dans le champ de la santé respectent ce cadre éthique. La deuxième valeur, c'est vraiment ce principe de souveraineté. On le sait, les acteurs internationaux, les GAFAM, Google, Amazon, investissent considérablement dans le champ de la santé. Et il est hors de question qu'on leur laisse les clés du camion. Il faut qu'on soit en capacité de construire une alternative crédible à l'échelle européenne avec un cadre qui correspond à nos valeurs et qui nous permette de garder la main sur notre destin. Troisième valeur cardinale pour nous, c'est vraiment la durabilité du système qu'on met en œuvre. On ne peut pas aujourd'hui construire quoi que ce soit sans avoir en tête ce qu'il adviendra demain. Il faut donc que systématiquement, on prenne le réflexe de mesurer l'impact écologique des serveurs, des solutions, des logiciels qui sont utilisés par les professionnels et les patients en France. Il faut qu'on ait le réflexe systématique de réduire au maximum cet impact. C'est des choses extrêmement concrètes comme la mesure de l'éco-score, projet emblématique qui est porté par Brigitte Serroussi et en collaboration avec l'Agence du numérique en santé. Et puis, c'est aussi tout bêtement d'essayer de mesurer dans la balance des déplacements évités ou des produits de santé non consommés grâce au numérique, quelle est la balance écologique du numérique en santé. Voilà un peu ce qui fait notre cadre de valeurs, ce qui nous donne un axe, une direction systématique. Et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire partout dans les 4 axes, les 18 priorités et les 65 objectifs de cette feuille de route. Alors justement, maintenant, si on en vient un petit peu sur le fond, après 4 ans de rattrapage donc, de notre retard, avec notamment une des priorités de la précédente feuille de route qui était de donner un cadre d'urbanisation générale, qui est incarné par cette maison que vous connaissez et qui a été
un petit peu réhabilité dans le cadre de cette nouvelle feuille de route d'ailleurs, et bien maintenant, les acteurs nous disent, nous, on veut voir des transformations concrètes au quotidien, dans nos vies, patients, professionnels. Et c'est vraiment ça, ce qu'il y a derrière le slogan quelque part de cette nouvelle feuille de route, mettre le numérique au service de la santé. C'est d'abord une feuille de route santé, avant d'être une feuille de route numérique. Ça, c'est un point extrêmement important. Le numérique n'est absolument pas intéressant en soi. Il est au service de nos politiques de santé. Ça, c'est un point très important. Et c'est pour ça qu'on a pris le choix, qui n'est pas toujours très classique dans une feuille de route numérique, de prendre des axes santé, qui correspondent aux axes d'ailleurs de la stratégie nationale de santé. Et donc, il y a 3 axes. Le premier sur la prévention, le deuxième sur la qualité de la prise en charge, le troisième sur l'accès aux soins, et le 4e axe qui est un axe sur le cadre qui est nécessaire, notamment sur la cybersécurité ou la régulation, à l'ensemble de cette ambition. Avant de rentrer dans quelques petits zooms par Annika et Annie, je vous propose de juste balayer très rapidement ces 4 axes. Le premier axe sur la prévention, c'est un axe dont l'ambition, c'est vraiment de faire en sorte que le patient soit le boss de ses données et de sa santé. Ça passe par notamment des enjeux autour de la prévention personnalisée sur lequel reviendra Annika. Ça passe par le carnet de santé de l'enfant qui a été cité par le ministre en introduction dans Mon Espace Santé. Mais ça passe aussi par des actions très concrètes comme, par exemple, il existe aujourd'hui plus de 10 000 médiateurs numériques pour les personnes qui sont le plus loin du numérique. Notre enjeu, c'est de former bien ces médiateurs pour qu'ils soient au fait des enjeux de santé numérique, ce qu'ils ne connaissent pas toujours. Concrètement, c'est quoi les besoins d'un citoyen aujourd'hui? C'est généralement comment je fais une téléconsultation, comment je prends un rendez-vous pour aller dans ma santé, comment est-ce que je vais pour une première fois sur mon espace santé. Et c'est ce type de choses. Et donc, on a une ambition très forte, vous le verrez dans la feuille de route, dans un des objectifs de former 10 000 médiateurs numériques aux enjeux spécifiques du numérique en santé. Le deuxième axe, il parle de la qualité de la prise en charge et notamment une ambition très forte de redonner du temps aux professionnels. Alors, c'est un peu un slogan, mais c'est quand même important. Il faut que les professionnels ils puissent soigner plutôt que de devoir cliquer. Donc ça veut dire ne pas avoir à recopier la même information 30 fois dans 9 logiciels différents, d'avoir un mot de passe différent pour se connecter à chacun de leurs logiciels, etc. Donc, on a un gros boulot de simplification et c'est aussi atteindre des basiques comme l'idée que quand on prend en charge un patient, on doit pouvoir accéder à son historique médical dont on a besoin pour le prendre en charge. Donc, c'est vraiment des choses de ce type-là. Et on aura l'occasion d'en reparler. Les professionnels nous le rappellent régulièrement qu'ils sont très attentifs aux enjeux d'ergonomie des logiciels. Et par ailleurs, c'est aussi un axe important en termes de formation des professionnels numériques, sans quoi on est certain qu'on n'y arrivera pas. Ensuite, le troisième axe, il parle d'accès à la santé, avec la priorité sur laquelle le ministre de la Santé et de la Prévention reviendra probablement tout à l'heure, de la généralisation de la plateforme des services d'accès aux soins, qui fait que quand vous n'arrivez pas à joindre ou que vous n'avez pas de médecin traitant, vous pouvez appeler le 15. Il y a une personne qui va être, entre guillemets, connectée aux agendas des logiciels des professionnels pour essayer de vous trouver une solution si vous n'avez pas forcément besoin d'aller aux urgences, qui sont parfois malheureusement saturées. Mais c'est aussi des sujets comme l'amélioration de l'information en santé avec un grand programme sur santé.fr qui vise à lutter contre les fake news qui malheureusement se développent beaucoup dans le domaine de la santé. Donc, c'est pour ça un grand programme autour de santé.fr décryptage qui est une des actions fortes de la feuille de route. Et peut-être dernier axe qui est un axe sur le cadre propice. On n'arrivera pas à atteindre toutes ces ambitions si on n'a pas un cadre autour de la cybersécurité, si on n'a pas un cadre de régulation des entreprises et troisièmement, si on n'a pas un fort politique sur les ressources humaines du numérique à venir travailler dans la santé. Peut-être 2 mots. Annie reviendra sur la partie cybersécurité un peu plus tardivement, mais vous alertez quand même sur le fait que l'année dernière, on a eu plus de 300 incidents cyber en France dans des établissements, dont 30 ont été particulièrement graves. Grave, ça veut dire un arrêt de la continuité des soins, parfois des fuites de données, une perte de confiance. Donc, c'est vraiment absolument catastrophique, des conséquences financières absolument désastreuses aussi pour ces établissements. Et donc ça, aujourd'hui, un des points très importants pour nous, c'est qu'on constate que les ressources qui sont dévolues au numérique chez les acteurs de l'offre de soins sont pas du tout à la hauteur. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les établissements de santé, c'est 1,6% des budgets qui sont consacrés au numérique. C'est en diminution en part relative et deuxièmement, c'est en décalage complet avec ce qu'on peut constater dans des hôpitaux d'autres pays ou ce qu'on peut constater dans d'autres industries. Et donc ça, c'est vraiment un élément crucial. Il faut qu'on arrive déjà à inverser cette courbe parce que la tendance malheureusement est baissière et ensuite qu'on arrive à atteindre la cible qui est fixée dans la feuille de route, de réatteindre 2% des budgets sur le numérique. Ensuite, sur la régulation, très brièvement, l'enjeu, c'est qu'on a des exigences fortes en tant que puissance publique sur l'interopérabilité,
la sécurité, mais également le cadre éthique. On parlait tout à l'heure d'une téléconsultation. Est-ce qu'elle est enregistrée? Est-ce que si elle est enregistrée, s'il y a une transparence vis-à-vis du patient, qu'il y a un enregistrement qui est en cours? Ce type de choses qui sont parfois très basiques. À un moment donné, s'il n'y a pas un État qui arrive à co-construire avec les acteurs concernés les règles et ensuite à les faire appliquer, on ne sera pas dans le match du numérique en santé. Et enfin, dernier point, et c'est très important de terminer avec ça, c'est vraiment les RH. Si on n'arrive pas à faire venir des talents du numérique dans le secteur de la santé, on ne va pas y arriver. Donc ça, c'est évidemment des questions de grille de salaire, mais c'est aussi des questions de sens. Venir travailler dans la santé, parfois, c'est plus glorieux quand on se regarde dans le miroir le matin que quand on travaille pour une entreprise de publicité. Et deuxièmement, il y a aussi des défis technologiques très intéressants dans le domaine de la santé. Voilà. Et sans plus attendre, On peut directement passer aux directement quelques la parole exemples. aux petits exemples. Voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci Raphaël. Oui, effectivement, on ne va pas tout dérouler, mais la prévention est quand même un axe extrêmement fort. Et avec l'arrivée de mon espace santé qui maintenant est ouvert pour à peu près la totalité de la population, on se dit que c'est un outil formidable comme levier de la prévention. Au-delà de la prévention personnalisée, on a déjà à très très court terme les examens aux âges clés qui vont commencer cette année, sur lesquels on va mettre mon espace santé au centre pour que le questionnaire puisse être accessible par les usagers, pour qu'ils puissent faire leur démarche de bilan de prévention aux âges clés. Nous avons aussi, à partir de l'année prochaine, prévu d'intégrer dans mon espace santé des rappels sur des événements de prévention, comme à quel moment il faut faire sa vaccination, à quel moment il faut faire, est-ce qu'on a vu son dentiste régulièrement, etc. Donc, on voit que mon espace santé va devenir un outil extrêmement puissant pour que, comme disait Raphaël, les patients puissent s'approprier leur santé et qu'ils puissent aussi échanger avec les professionnels, parce que clairement, la réussite passera si on est sur les deux jambes, les patients et les professionnels. Donc, il faudra aussi que sur la prévention, on soit en capacité d'enrichir les logiciels des professionnels de santé dans ces prochaines années pour qu'ils puissent facilement contribuer à toutes ces actions de prévention que nous souhaitons promouvoir. Le deuxième zoom qu'on voulait faire sur cet axe-là, donc qui est la diapo suivante. Voilà. Donc, on parle des professionnels de santé. Clairement, aujourd'hui, on est en plein dans la vague 1 du Ségur. Le déploiement est en cours. Il y a des patients qui sont très contents quand ils voient arriver leur compte-rendu d'imagerie ou leur résultat de labo, compte-rendu hospitalier. Donc, on voit que c'est très important qu'on puisse donner aux professionnels de santé une fluidité, mais Annie y reviendra, une fluidité dans les parcours, hein, comme disait Raphaël, il faut que ce soit simple, il faut fluidifier, mais il faut aussi qu'on leur donne accès à toutes les informations qui sont dans mon espace santé. La vague 1 du Ségur a été essentiellement tournée sur l'alimentation, parce qu'on ne voulait pas un effet déceptif pour les patients qui souvent remontent, c'est pas trop mon travail, il faudrait que ce soit les professionnels qui alimentent. Donc, on a beaucoup insisté et promu l'alimentation. L'étape d'après, c'est de donner toutes les possibilités pour consulter, que ce soit facile pour les professionnels de santé et les établissements de consulter. On a aujourd'hui notamment un problème dans les établissements de santé et les structures. Donc, pour la consultation de toute l'historique de santé qui se retrouve dans mon espace santé, avec aussi un enrichissement des données auxquelles ils ont accès. Donc, ça, c'est un enjeu fort, mais pour qu'ils le fassent, il faut que tout ça soit fluide. Et effectivement, ça doit contribuer à du gain de temps et non pas à une charge supplémentaire. Et le dernier zoom qu'on voulait faire, c'est concernant la télésanté. La télésanté qui est quand même un enjeu fort d'accès aux soins, mais qui doit se dérouler dans un environnement régulé, avec notamment un référentiel qui est en cours d'élaboration, qui va être publié et qui doit à la fois apporter des valeurs éthiques sur les pratiques, mais aussi de l'interopérabilité. Il faut que les solutions de télésanté soient interopérables
à la fois avec mon espace santé et à la fois avec le bouquet de services des professionnels de santé, puisqu'on est vraiment sur l'interaction entre ces deux acteurs. Donc, on a prévu de publier le référentiel cette année, ce qui nous permettra aussi de mettre ces solutions télésanté dans un cadre plus régulé. Voilà le zoom sur les 3 actions. Du coup, Annika, et du coup, Annie, on aurait voulu que tu nous fasses aussi un peu l'emphase sur des actions qui t'ont paru particulièrement emblématiques dans la feuille de route. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être ici ce matin pour vous présenter en effet les sujets un peu emblématiques. Je crois que Raphaël et là, Annika l'ont dit, on veut développer des services numériques orientés métiers dans un cadre transparent, simple d'usage. Et évidemment, peut-être parler de notre bébé qui est né en 2019, maintenant qui est devenu grand, que vous connaissez tous, qui s'appelle ProSanté Connect, qui est notre France Connect du domaine de la santé. Et peut-être pour le remettre en valeur et pour dire un petit peu ce qu'on va faire dans cette feuille de route, pour nous, c'est vraiment un service qui va porter l'identité numérique de l'ensemble des personnes qui ont à intervenir dans le domaine de la santé et dans le domaine médico-social. Monsieur le ministre, vous l'avez ressouligné tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est inclusif. Il s'appuie sur les référentiels partagés de professionnels de santé qui ont été élargis justement sur l'ensemble de ces spectres. Et ça va permettre à tous ces acteurs d'avoir une identité numérique sécurisée, certifiée et simple d'usage. C'est vrai que ça semble complètement simple de le dire comme ça, mais c'est vraiment notre ambition. Et il permet d'ouvrir et de développer des services d'authentification multiples qui vont vous permettre aussi de choisir sur place ce que vous voulez utiliser, bien sûr les cartes CPS, les cartes ICPS, mais également par exemple des clés sécurisées comme les clés FIDO qui seront compatibles avec ce dispositif ProSanté Connect. C'est un dispositif centralisé qui assure une traçabilité de ce qui se passe. Certains d'entre vous ont malheureusement eu à en connaître dans le cadre des problèmes qu'on a eu d'usurpation d'identité pendant la crise Covid, mais on a très bien travaillé avec les services soit de la justice, soit de la gendarmerie, pour trouver une traçabilité. Donc, c'est un système simple, absolument sécurisé, transparent, et qui sera vraiment la porte d'entrée de l'ensemble du service comment on peut dire, du numérique en santé. Alors, vous vous dites, oui, mais OK, d'accord, on peut s'identifier, s'identifier, mais à quoi ça sert? D'abord, ça va servir tous les logiciels qui ont été référencés Ségur, par exemple, puisque c'est un service de base de notre référencement, seront compatibles avec ce dispositif. Donc, il va permettre de s'identifier facilement sur votre logiciel médical. Et ensuite, il va permettre d'accéder à l'ensemble des services des pouvoirs publics, hein, c'est-à-dire tous les services de l'assurance maladie, le DMP, l'INS par exemple, et même à terme la facturation. On est en train d'y travailler jusqu'à 2026-27, voilà, pour que ça soit complètement fluide. Et bien sûr, comme moi je vais essayer, on ne voudrait pas que les cordonniers soient les plus mal chaussés, ça permettra aussi d'accéder à l'ensemble des services de l'Agence du numérique en santé, notamment pour ceux qui utilisent le système d'information des SAMU ou les portails des signalements, par exemple. Voilà, donc c'est un dispositif authentifié qui vous permet d'accéder à l'ensemble des services. Alors, on est en train d'essayer de le faire évoluer, par exemple, pour utiliser aussi le sans contact. Certaines personnes utilisent le sans contact, les ICPS sans contact. Et il portera également une identifiée certifiée IDAS à partir de 2027. Voilà un petit peu sur ce premier service qui vraiment donne la philosophie de ce qu'on veut faire. Transparent, sécurisé et on espère simple d'utilisation et qui pourrait répondre à tous les usages, qui est bien sûr de développer le numérique en santé. Ça permet d'ouvrir sur la deuxième chose qu'on voulait mettre en valeur sur le cadre propice, dont Raphaël et Ella l'ont déjà évoqué, qui est tout ce qui est autour de la cybersécurité. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'attaques et on est convaincus, et je crois que vous êtes tous convaincus sur le terrain parce que vous nous l'avez beaucoup dit pendant les échanges sur la feuille de route, qu'il faut faire quelque chose, il faut accélérer
sur la lutte contre la cybercriminalité. Donc, il y a eu une task force qui s'est réunie avec beaucoup d'acteurs, je vais en reparler, mais qui a mis, enfin, dont on propose de porter dans cette feuille de route un programme qui s'appelle, alors je ne sais pas si on dit CAR ou CARE, donc qui est Cyber Accélération et Résilience des établissements. C'est un programme qui est porté au plus haut niveau des pouvoirs publics. Et comme tous les grands programmes, eh ben, il faut un certain nombre de choses pour qu'ils marchent bien. D'abord, une gouvernance. Et dans cette gouvernance, c'est une gouvernance très large qui répond aussi, qui est dans la même veine que ce qu'on a expliqué. Il réunit les pouvoirs publics, les territoires, les ARS, les grades, bien sûr les établissements, mais également les industriels pour arriver à faire en sorte que ce programme marche. Quelque chose qui est un petit peu nouveau, c'est que dans cette lutte contre la cybercriminalité, principalement orientée vers les hôpitaux, on va faire en sorte que les dirigeants soient, comment on peut dire, soient impliqués dans la lutte contre la cybercriminalité, parce qu'on le sait, tous, vous vous dites, oh là là, la sécurité, c'est le truc qui m'enquiquine, c'est le machin qui me demande de faire plusieurs codes, c'est le truc qui coûte cher et dont on ne voit pas tellement l'intérêt. On le voit quand on est sur une crise cyber, quel l'intérêt. Donc, on veut vraiment que les directeurs des hôpitaux prennent à bras le corps ce sujet. Il y aura des indicateurs qui vont être portés par la HAS. Et dans le cadre de la certification HAS, certains indicateurs seront liés à la lutte contre la cybercriminalité, donc tous les indicateurs de cybersécurité. Et on va faire en sorte que la HAS ait des visiteurs dédiés pour accompagner les établissements dans ce plan de lutte contre la cybercriminalité. Quand on dit gouvernance, on dit implication au plus haut niveau, on dit aussi des plans opérationnels. Donc, il y aura des plans opérationnels avec des audits et bien sûr des plans de remédiation pour vérifier comment ça avance et comment ça avance de façon très concrète et très régulière. Et avec la volonté de faire des exercices de crise très régulièrement et que tout le monde ait fait des exercices de crise, non seulement bien sûr sur est-ce qu'on sait reprendre une activité quand on a une crise ou quand on a une attaque d'un point de vue numérique, mais également quel est le plan. Par exemple, on a bien vu qu'il y avait des impacts métiers forts, les urgences sont obligées d'être fermées, on est obligé de faire prendre en charge ces médecins par quelqu'un d'autre. Donc que tout ce plan aussi métier soit mis en œuvre et rejoué dans le cadre de ces exercices de cybersécurité. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, bien sûr, il faut des hommes pour mener ces actions. Je crois que c'est Raphaël qui l'a rappelé tout à l'heure. On essaye d'attirer des talents. On est en train de travailler sur la cybersécurité, sur des grilles pour faire en sorte que les talents en cyber, on sait qu'ils sont rares. On sait qu'ils sont chers et on sait que nos grilles ne sont pas toujours adaptées. Et donc, on est en train de travailler vraiment pour pouvoir les attirer, pour avoir un vivier au niveau de l'État à notre disposition et au niveau du secteur de la santé et médico-social pour arriver à avoir les meilleurs experts sur cette partie-là. Et la dernière chose qui est aussi le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent. Alors, je crois que Raphaël l'a dit, on aura vraiment des dotations spécifiques sur ces parties cyber pour les hôpitaux dans la dotation. Et on souhaite, c'est marqué dans la feuille de route, c'est une ambition de passer à 2% du budget hospitalier consacré au numérique et 10% sur la cyber. Donc, vous voyez quelque chose qui est massif, qui concerne tout le monde et qui va faire en sorte qu'on va vérifier dans le cadre des petits pas que ça porte ses fruits avec des plans de remédiation réguliers pour montrer qu'on laisse personne au bord de la route. Voilà, peut-être sur cette partie-là. Merci beaucoup Annie pour ce Zoom et merci également à Annika pour vos interventions respectives et à tous ces chantiers qui sont conduits par vos équipes sur ces chantiers passionnants. Pour une deuxième séquence qui s'ouvre, on se propose d'accueillir un certain nombre de représentants des acteurs de la santé et du numérique qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je voudrais profiter pour appeler sur scène Pascal Bécache de Numéum, Marguerite Cazeneuve de la CNAM, le professeur Paul Frappé du Collège de médecine générale, Virginie Magnan de la CNSA, ainsi que Élise Noguera, qui est DG de l'ARS Bretagne et référente sur le numérique en santé, et bien sûr, notre ami Gérard Raymond de France Asso Santé.
On va rester. Alors, vous l'aurez compris, hein, le numérique en santé, ça n'avance que si on est collectivement engagé, aussi bien du côté des représentants des usagers, des acteurs publics, que des entreprises du secteur ou des représentants des professionnels de santé. Et c'est pour ça qu'on a voulu planifier un peu une sorte de regard croisé avec tous ces acteurs qui sont engagés à nos côtés sur le développement de l'usage du numérique en santé. Donc, c'est un peu l'objet de cette deuxième partie de matinée. Et on va bien évidemment commencer avec vous, Gérard, cher ami représentant des usagers de France Asso Santé. Gérard, tu as beaucoup suivi tous les travaux qui ont été mis en œuvre. Tu nous as souvent challengé et tu as aussi très directement contribué à la mise en œuvre d'un certain nombre des actifs qu'on a réussi à construire au cours de ces dernières années. J'aimerais bien que tu nous dises pour toi quelles ont été les principales avancées et que tu nous partages surtout quelles sont les attentes des usagers, des citoyens, des patients et de leurs représentants pour les années à venir. 5 minutes. Si ça marche, mais oui, merci. Je fais office d'ancien là, parce que en regardant, vous l'avez bien arrangé la maison là. Hein, au début, elle était toute jaune, un peu, il manquait des murs. Là, vous avez bien construit. Non, en vous écoutant, je pensais effectivement à ce premier rendez-vous que j'avais eu avec Dominique Pont et Laura Le Tourneau. Ils étaient tous les deux dans un petit bureau au 4e. Ils n'avaient vu personne, mais ils avaient des idées. Ça, c'est sûr qu'ils avaient des idées. Et on a été les premiers, effectivement, à travailler ensemble avec eux, parce qu'ils avaient cette vision que rien ne se ferait sans la participation effective des citoyens et des citoyens organisés dans des associations que je représente. Et donc ça, c'était le point de départ. Et quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu là, cette stratégie du numérique en santé, on ne peut que se féliciter effectivement du chemin accompli. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause effectivement cette stratégie-là, ce but, ces objectifs. Alors après, on peut très bien effectivement discuter, mais tout le monde sait où on veut aller. Et là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus et on le voit bien. Et la communauté qui est aujourd'hui certainement la plus convaincue de l'utilité des données de santé, j'ai le regret de vous dire, ce sont les citoyens et ce sont les associés, les patients. On a fait beaucoup de sondages, on a beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui, tous sont convaincus, que ce soit des conférences de consensus avec les citoyens, etc., des groupes de travail chez nous. Tous sont convaincus aujourd'hui de l'utilité du recueil des données de santé, d'abord pour soi-même, pour mieux améliorer le parcours, la relation avec l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi d'une façon, effectivement, la réutilisation des données de santé qui leur permettent effectivement de faire de la recherche et d'avancer, y compris énormément sur la prévention, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'effort que nous avons à faire, c'est de continuer à convaincre encore et de former et d'aider et d'accompagner l'ensemble de nos concitoyens à aller vers, au plus près, 10 000 ambassadeurs, mais il faut aller encore plus loin. Voilà, l'assurance maladie a aussi cet effort à faire là, je pense, avec les CEPAM pour effectivement accompagner l'ensemble des assurés, nous aussi. Mais je crois, le constat que je fais et que nous faisons, qui est un point de résistance aujourd'hui, ce sont les professionnels de santé. Je le dis d'une façon claire, ouverte, je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus. On sent aujourd'hui une certaine réticence des professionnels de santé à s'accaparer de ces outils-là. On comprend, on peut comprendre. Moi, j'aime bien discuter, je peux comprendre. Il n'empêche qu'il va bien falloir accélérer un petit peu cette formation, cet accompagnement, notamment dans les formations initiales des professionnels de santé, à comprendre un peu ce que c'est l'ensemble des outils du numérique en santé, qui va permettre pour eux d'améliorer leur travail, leur métier, de retrouver du sens. Et je pense que c'est ça qui me paraît important. Donc, on ne peut que se satisfaire du chemin parcouru. On est très ambitieux sur le chemin qui nous reste à parcourir, notamment sur la sécurité, et ça c'est un point de détail. Sur la souveraineté, on peut en reparler bien entendu, c'est aussi quelque chose d'important pour nous aussi. J'ai une casquette aussi de recueil de données de santé du Health Data Hub, et donc c'est important effectivement cette souveraineté-là.
Je pense que ce n'est que tous ensemble que nous arriverons à franchir ces derniers obstacles. Mais encore une fois de plus, ça passera par la formation, l'accompagnement, l'information, l'aide à l'ensemble des acteurs et particulièrement des professionnels de santé. Merci beaucoup, Gérard. Et alors, j'en profite justement pour passer la balle au professeur Frappé. Peut-être avant de répondre aussi à l'interpellation de Gérard, on a vu sur le tour des régions qu'il y a eu beaucoup d'attentes du côté des professionnels, des attentes évidemment de simplicité, des attentes en termes de gain de temps, de qualité. Vous, au-delà de répondre un petit peu à l'interpellation que Gérard vient de faire, quelles sont pour vous les boussoles pour les professionnels de santé pour les prochaines années, notamment sur leur capacité à s'approprier, comme l'évoquait Annika tout à l'heure, pour qu'on marche bien sur les deux jambes, c'est-à-dire la jambe patient, mais aussi la jambe professionnelle? Oui, bonjour à tous. Et effectivement, sur ces attentes qui peuvent constituer la boussole pour l'évolution des services numériques pour les professionnels de santé, je m'en suis noté 4. C'est vrai que le numérique, c'est un outil formidable et peut-être que la première attente des professionnels, c'est d'avoir des nouveaux services grâce à cette facilitation de l'accès de l'information, du traitement de l'information, du partage d'informations. Et cette information sur la prescription, cette information sur les résultats d'examen, d'imagerie, effectivement, ça correspond à une attente sur les courriers. Et puis aussi, je pense qu'il y a une pépite qui arrive petit à petit aussi dans nos prises en charge qui peut nous faciliter, qui est vraiment un service numérique très utile qui va arriver. C'est toute l'information qu'il y a autour des parcours, grâce aux agendas numériques, grâce à l'annuaire de l'offre de soins, qu'elle soit médicale ou médico-sociale, qui est foisonnante et qu'on ne connaît pas et qui est une perte de chance, je pense, pour les patients, de ne pas connaître l'offre de soins existante autour de soi. Et il y a vraiment un gisement de qualité des soins, un gisement de services numériques autour de cette information sur les parcours de soins. C'est un parent pauvre dans nos recommandations de prise en charge. C'est ces parcours de soins, le cœur de l'attention, je pense, entre la demande et l'offre de soins. Et du coup, je pense qu'il y a une énorme attente autour de cet aspect-là, de ce domaine-là. La deuxième attente, c'est de rapprocher, je pense, les professionnels des patients par l'individualisation des prises en charge. On parlait de la prévention, mais aussi par les messageries qui vont se développer, par l'accès en mobilité avec le numérique va faciliter peut-être le rapprochement des professionnels et des patients à leur domicile, que ce soit dans la téléconsultation, mais aussi à l'accès à l'information quand on est au domicile ou en EHPAD. Voilà la deuxième attente que j'avais identifiée. La troisième, c'est de recentrer le professionnel sur son cœur de métier, lui permettre de le libérer d'une certaine lourdeur administrative. Et puis, on a vu avec la crise Covid que trop d'informations tue l'information. Le professionnel, pour être efficace, a besoin d'avoir un tableau de bord qui lui propose une information qui est triée pour son rôle et qui est adaptée à son rôle. En tant que médecin généraliste, on n'a pas besoin d'avoir toute l'information qui est disponible. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant encore une maison, c'est un hangar, mon espace santé, c'est vraiment un hangar de l'information. Il y a besoin d'en extraire de ce hangar un tableau de bord qui soit lisible à la fois pour répondre aux motifs de consultation, pour initier une prévention parmi tout l'éventail des préventions qui sont disponibles et pour assurer un suivi par rapport aux antécédents, au profil du patient. Donc, on a des logiciels qui historiquement tenaient lieu à la fois de hangars et de tableaux de bord. Petit à petit, il va sans doute y avoir une transformation avec des logiciels qui vont pouvoir se recentrer sur cette fonction tableau de bord et le hangar qui va être constitué par ce cloud de mon espace santé. Et puis la quatrième attente qui va rejoindre un peu ce que disait Gérard Raymond, c'est je pense que les professionnels de santé, on a besoin d'être protégés, d'être accompagnés. Le numérique est un outil formidable, mais il y a un philosophe qui dit que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et du coup, il y a besoin, on n'est pas des machines qui vont répondre à des injonctions en tant que professionnels. Il y a besoin d'être protégé, d'avoir des outils numériques qui ne soient pas énergivores, qui soit avec un remplissage le plus passif possible, qui soit interopérable. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable pour un professionnel de santé le matin, en arrivant au cabinet, d'ouvrir 2 messageries de santé parce qu'il y en a une qui n'est pas compatible avec son logiciel, puis d'aller relever sa biologie sur un 3e espace, puis d'aller consulter la messagerie instantanée avec son secrétariat. Voilà, il y a vraiment un besoin d'interopérabilité. Et puis avec la sécurité, il y a aussi des craintes qui, je pense, sont légitimes par rapport à l'identité-vigilance, etc., de
de trouver une bonne réponse efficace par rapport aux enjeux éthiques pour pas en arriver comme avec les sites et les cookies. Aujourd'hui, on clique à chaque accès au site sur un bouton sans qu'il y ait vraiment de sens derrière le fait de cliquer sur ce petit bouton-là. Donc, il faut trouver les bonnes réponses. On a besoin d'être accompagné parce que c'est pas parce qu'on est professionnel de santé qu'on est mieux armé face au numérique que nos patients. Voilà un peu les 4 attentes que j'avais relevées. Merci beaucoup, professeur Frappé. Marguerite, notamment en charge donc du réseau des acteurs de terrain qui accompagnent notamment les professionnels de santé libéraux à l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est un acteur central dans la stratégie publique sur le numérique en santé. On a collectivement vraiment mouillé la chemise pour mettre en œuvre Mon Espace Santé, donc le fameux hangar dont parlait professeur Frappé. On est un peu au milieu du gué aussi. C'est tout l'enjeu de cette nouvelle feuille de route. Est-ce que tu peux nous dire de ton point de vue quelles sont les priorités stratégiques pour les 5 prochaines années qui sont particulièrement emblématique dans la feuille de route? Bonjour à tous. Tac, tac, celui-là, ouais. Bon, si on reprend une vision un peu macro, notre objectif collectif, c'est d'avoir le système de santé d'excellence et que ce système d'excellence il soit accessible à tous. Je veux dire, c'est ça à la fin le rôle du ministère, des pouvoirs publics, de l'assurance maladie. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que le numérique en santé permet de faire ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce qui est certain, c'est que le numérique va nous permettre 2 choses. D'une part, d'être plus performant en matière de santé, notamment en matière de prévention, en intervenant le plus en amont possible. Et donc, c'est à la fois la prévention primaire, Annika parlait de santé environnementale, de prévention secondaire, tout ce qui va être examen obligatoire, dépistage organisé, etc. On voit bien qu'on a un outil numérique hyper puissant, à la fois pour aller chercher les patients, pour informer les professionnels et pour consolider de la donnée et faire de l'aller vers. Et puis, tout ce qui concerne la prévention tertiaire et notamment la télésurveillance, enfin tout ce qui va se jouer autour des patients malades qui ont une maladie chronique. Et en fait, le numérique, de manière générale, va permettre aux professionnels de santé de mieux accompagner ces patients-là. Ça, c'est un enjeu évidemment hyper important en matière de santé publique. Et puis, ça a été dit, l'autre chose, c'est qu'on a dans le système de santé actuel qui connaît des difficultés, c'est pas la première fois, mais qui est effectivement un peu en tension. On doit faire gagner du temps à l'ensemble des acteurs de santé et on doit permettre à ces acteurs de santé de se parler, de se coordonner. On parlait de parcours de soins, donc c'est exactement ça. Donc, c'est des choses assez simple, mais il faut qu'on arrive à le faire. Et donc, pour que des professionnels puissent se parler de manière intelligente autour d'un patient, il faut juste que ça marche, quoi. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est que ça marche. Alors, qu'est-ce qui doit marcher? On a nos outils à nous. Donc, on a nos outils à nous, c'est Mon Espace Santé, qui est effectivement notre bébé. Donc, c'est un hangar, mais hangar Ikea, quand même bien rangé. On se retrouve dans les couloirs, etc. Et puis, comme toutes les personnes ici l'ont ouvert, je voudrais quand même saluer le travail des équipes parce que c'est un très beau produit. Il n'y a pas beaucoup de produits de service public qui sont aussi sexy, rose, bleu, hyper ergonomiques, etc. Donc, j'espère que le produit a convaincu. Là, on va évidemment arriver dans une période où Mon Espace Santé va être vraiment très largement utilisé parce qu'on a encore quelques mois d'ici la montée en charge du Ségur Vague 1 et donc on va avoir une alimentation croissante de Mon Espace Santé et donc d'ici la fin de l'année, normalement, tous les espaces santé de tous les patients seront alimentés par leur professionnels de santé libéraux, les examens de biologie, les comptes rendus d'hospitalisation. Donc, on aura vraiment franchi une étape. Et donc, une fois qu'on aura franchi cette étape, par ailleurs, pour les professionnels de santé, ça va être super intéressant parce que, en fait, enfin, toutes les données seront disponibles. Et donc, ce fameux cercle vertueux dont on parle depuis longtemps, c'est cette année qui va se produire. Et puis, et donc là-dessus, on a évidemment, nous, un accompagnement avec les délégués de l'assurance maladie auprès des professionnels de santé qui, effectivement, alors, ils s'approprient de manière imparfaite ou les outils. Il faut dire qu'il y a parfois aussi une grosse marche à franchir. Donc, nous, on passe beaucoup de temps du côté de l'assurance maladie à accompagner les professionnels. Et puis, je te rejoins, évidemment, il y a un accompagnement des assurés qu'on fait aussi dans les CEPAM. Ça, c'est notre boulot. On sait le faire et on l'a toujours fait sur l'ensemble des projets. Donc, j'allais dire, ça, c'est nos produits. Puis, on parlera plus tard peut-être des services pour les professionnels de santé. Et après, il y a
tout le reste de l'écosystème. Et donc, tout le reste de l'écosystème, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous avez créé un certain nombre de règles d'urbanisation, d'interop, de sécurité, etc. Aujourd'hui, il s'applique au logiciel. La loi, maintenant, va l'imposer à l'ensemble des acteurs du numérique en santé. Donc, ça va quand même obliger l'ensemble du secteur à monter quand même en compétences de manière assez rapide. Et par ailleurs, nous, on va enclencher une deuxième phase qui est une phase plus métier. Et donc, quand sur Mon Espace Santé, on référence une application, aujourd'hui, on est en mesure de dire cette application, elle est sécurisée, elle répond à 150 critères d'interop, etc. Elle est éthique d'un point de vue du numérique. Mais l'objectif demain, c'est qu'on arrive à définir des référentiels métiers pour se dire, est-ce que ça respecte les recommandations de la Haute Autorité de Santé? Est-ce que ça respecte les conventions de l'assurance maladie? Et donc, est-ce que d'un point de vue clinique, est-ce que d'un point de vue médical, il y a une preuve, une valeur ajoutée? Et donc, ça, c'est l'étape d'après. Marguerite, donc on l'a dit, il y a le cercle vertueux attaché à l'échange de données. Ça concerne bien évidemment et ça doit embarquer le secteur aussi médico-social. Virginie Magnan, du point de vue de la CNSA, c'est vrai que pour les acteurs du secteur médico-social et social, le ministre l'a rappelé, là la dynamique elle est pleinement engagée. On le voit vraiment sur le terrain avec l'aide des ARS notamment. De ton point de vue, c'est quoi nos enjeux prioritaires sur les 5 prochaines années pour le médico-social notamment? Alors, le médico-social et notre calendrier, il est un peu dans un entre-deux, puisque nous, notre premier objectif, c'est d'abord et avant tout de continuer de déployer l'actuelle feuille de route qui se prolonge largement dans la nouvelle feuille de route. Donc, on a un premier enjeu de continuité qui va permettre de crédibiliser le fait que le numérique est au service de la qualité des accompagnements et la qualité des parcours. Ça a été beaucoup dit, ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est le numérique pour faire son boulot. Et dans le médico-social, pour l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ça fait des années qu'on dit, qu'on écrit que les parcours, les accompagnements sont construits avec les personnes, qu'il est nécessaire que ces accompagnements soient individualisés, évoluent, parce que les projets évoluent. La question est, où est-ce que tout ça est tracé? Comment on s'assure de cette co-construction? Comment on rend l'usager le boss, pour reprendre des termes de Raphaël, non seulement de ses données, mais le boss de son parcours et dans une capacité de dialogue, l'usager, ses proches, ses aidants, avec les équipes médico-sociales qui rendent possible l'accès à la scolarité, l'accès à l'emploi, un certain nombre d'accompagnements vers la vie ordinaire. Et donc, pour nous, le programme de déploiement du dossier usager informatisé, qui est une forme de carnet de santé spécifique dont les données vont pouvoir alimenter mon espace santé, il est crucial pour mettre l'usager au centre. Alors, mon premier objectif stratégique, c'est de s'assurer que ce programme qui court jusqu'en 25, il atteigne ses objectifs. Donc, moi, je me lève le matin, je dirais, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, avec mes 3 objectifs d'avoir embarqué à fin 2025 36 000 ESMS, excusez du peu, et avec l'objectif d'avoir embarqué en 2023 7 500 ESMS supplémentaires, ce qui nous permettra d'être au milieu des objectifs quantitatifs en ligne avec le calendrier. C'est pas simple, c'est du boulot au quotidien pour les ARS, pour les grades, pour l'ensemble des fédérations, de l'écosystème, des organismes gestionnaires. Donc, c'est une course à la fois de fond et de vitesse. On est en plein dedans. Deuxième objectif, massifier le démarrage des projets, parce qu'il y a une petite concurrence, on peut se le dire, entre la première année de fonctionnement, le fonds d'amorçage, le SONS.
Voilà, les éditeurs, ils avaient à courir plusieurs lièvres à la fois. On a eu des premiers délais de démarrage de projet trop longs entre la décision de l'ARS de soutenir le projet, le démarrage effectif, et puis encore entre le début et les fins de paramétrage. Maintenant, notre objectif, c'est d'accélérer tout ça. On a des indicateurs encourageants, mais il faut mettre les bouchées doubles. Et puis, justement, dans cet objectif d'accélérer le déploiement des programmes, c'est pour atteindre l'objectif final qui est d'accélérer les usages. Et donc, on a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un très fort contraste entre de très nombreux SMS embarqués, mais une structure qui a atteint ses usages. Notre objectif de l'année, c'est qu'à mi-2023, on ait 50% des ESMS accompagnés qui soient au rendez-vous sur les usages et dont les professionnels puissent bénéficier de l'ensemble de la feuille de route, c'est-à-dire des services socles, des messageries sécurisées et de la capacité à la fois à mieux tracer leur accompagnement, à se coordonner à l'intérieur de l'espace médico-social et à plus facilement échanger avec les professionnels de santé. Merci beaucoup Virginie pour ce partage de ces enjeux autour du médico-social. Je me tourne maintenant vers Pascal Bécache. Pascal Bécache, vous êtes vice-président de la commission santé de Numéum, alors qui n'est pas forcément connue de tous ici, qui est une association représentative d'éditeurs du logiciel du secteur de la santé. On a entendu tout à l'heure qu'on marchait sur deux pattes, le patte des professionnels, la patte des patients. En fait, on a oublié une sorte de troisième patte quand même très importante, qui est la patte des entreprises qui font à travers à la fois le logiciel ou parfois des dispositifs médicaux numériques, des produits qui servent aux uns et aux autres. Vous avez entendu également les attentes fortes qui ont été exprimées par Gérard Raymond, aussi par le professeur Frappé. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Et aussi, est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur qu'est-ce qui a changé dans la relation entre la puissance publique et les acteurs du numérique en santé avec les représentants des industriels ces dernières années, et qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Merci Raphaël. Effectivement, juste pour redonner un petit éclairage sur ce que c'est que Numéum, c'est effectivement une organisation professionnelle qui regroupe les éditeurs et les entreprises de services numériques. Et la commission santé représente les éditeurs et les entreprises dans le domaine de la santé. Il y a à peu près 200 entreprises répertoriées qui représentent environ 30 000 emplois, salariés, entrepreneurs, créateurs, et effectivement qui sont un partenaire absolument indispensable de tout ce que vous faites, ici. Et donc ces 30 000 personnes, je veux leur rendre hommage parce que tous les jours ils développent des applications. Tous les jours, ils rentrent dans les exigences que vous avez, et tous les jours, ils se battent sur le front avec vous pour effectivement rendre les établissements médicaux, les établissements médico-sociaux, etc., plus les cabinets de médecins, plus facile pour les professionnels et les usagers. Donc juste ce petit rappel de l'importance de ce secteur qui, vous l'avez souligné, hein, et j'aime beaucoup un des points, une des priorités, secteur qui souffre du fait que c'est difficile d'embaucher. Et donc, nous approuvons et nous soutenons très fortement, évidemment, la volonté de faire venir des gens pour travailler dans le numérique en santé. Comme vous l'avez dit, ça donne du sens. Et les défis techniques et technologiques sont très, très brillants et importants, et on est fiers de pouvoir les soutenir. Alors, pour revenir un petit peu sur votre question, qu'est-ce qui a bougé dans ces 4 dernières années? Vous avez lancé un programme à toute vitesse et très exigeant. On a essayé de le suivre. Ça nous a permis d'ailleurs, je le dis pour tout le monde et en particulier pour nos adhérents, ça nous a permis de nous structurer beaucoup plus fortement, nous, éditeurs, Numéum, mais également d'autres organisations professionnelles, je pense au SNITEM qui sont également là. Et ça nous a permis de mieux répondre, et grâce à ces structurations, de mieux répondre. Et on a appris à travailler ensemble grâce au Ségur. Et nous, franchement, on a progressé beaucoup, et on a été particulièrement satisfait. Je le dis parce que parfois on ne l'est pas, mais là on a été
particulièrement satisfaits des échanges que nous avons eus ces derniers mois sur cette version nouvelle de la feuille de route, où on a eu réellement le sentiment que vous étiez à l'écoute et fortement intéressé par les propositions que nous avons pu faire. Donc, merci beaucoup. Et c'est un sujet qui nous importe. Nous souhaitons rester dans cette construction en amont, prendre notre part dans la gouvernance des différents chantiers et de la feuille de route. Et aux côtés des utilisateurs, bien entendu, patients, professionnels, c'est fondamental qu'évidemment on travaille tous ensemble. Plus on arrivera à décloisonner, plus on sera pertinent. Et ensemble, avec les patients et les professionnels, on partage cette vision pragmatique du terrain, parce que nous, on y est également tous les jours. Et tous les jours, nos salariés font face aux besoins du terrain. Et donc, à l'écoute des professionnels de santé pour les logiciels métiers, à l'écoute des professionnels dans les hôpitaux. Et donc, c'est très, très important qu'on garde cette cohésion et qu'on casse un peu les silos. Donc, on compte sur vous pour le faire. Je prends également note de ce que vous avez dit sur la croissance des dépenses, ou en tout cas des budgets dans les établissements. C'est fondamental dans la cybersécurité, vous l'avez très bien noté, mais dans tout le reste. Et voire même, je m'interroge si 1,5 ou 2%, c'est suffisant. Peut-être qu'il faut en mettre plus. Donc, je conseille à tout le monde de pousser encore un peu. Et nous ferons notre part, bien entendu. Dernier point, environ 75% de nos forces passent du temps sur le réglementaire. Donc, on a bien compris qu'il y avait la volonté de mettre en place des systèmes réglementaires et de bien suivre les recommandations à Madame Cazeneuve de la HAS, de la CNAM, etc. Jusqu'à un certain point, il faut garder la créativité, etc. et garder du temps pour l'ergonomie, la créativité, l'interopérabilité, etc., la sécurité, et pas seulement pour la partie réglementaire. Merci beaucoup pour ces messages. On n'aura pas le temps d'en discuter, mais un des enjeux de la feuille de route, c'est aussi la capacité de mesurer davantage la satisfaction des professionnels, sur lequel on aura évidemment encore beaucoup de débats avec les éditeurs sur ce sujet. Je voulais revenir, alors c'est peut-être un numérique en santé araignée avec toutes ses pattes, les patients, les professionnels, les entreprises, mais aussi sur le déploiement, parce qu'entre une feuille de route, des slides et la réalité du terrain, qui est notre ambition, vous l'avez compris, il y a parfois le dernier kilomètre, c'est la personne qui va toquer à la porte, la personne qui va accompagner dans un centre commercial à La Réunion un patient sur mon espace santé. Donc, il y a vraiment la gestion du dernier kilomètre. Et je m'adresse justement à Élise Noguera, qui est directrice générale de l'ARS Bretagne et qui a un rôle particulier parce que vous êtes depuis peu référente des directeurs généraux d'ARS sur le sujet du numérique en santé. Et on voulait vous questionner un petit peu sur la manière dont vous travaillez, vous, avec le pilotage notamment des structures qui s'appellent les grades, pour déployer le numérique en santé justement au plus près des établissements, y compris des établissements bien évidemment médico-sociaux, très nombreux, dont parlait Virginie tout à l'heure, et un petit peu comment vous voyez l'articulation entre des services régionaux et des services nationaux. On voulait un petit peu votre éclairage sur ce point. Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous, on a un grand rôle à jouer sur la structuration, la coordination et puis l'animation forte, en fait, pour faire vivre la feuille de route entre l'assurance maladie, les agences régionales de santé, les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé. Et je crois qu'en Bretagne, comme dans beaucoup d'autres régions, dès 2018, on a ressenti aussi le besoin de se coordonner déjà entre nous pour pouvoir accélérer le déploiement de la feuille de route. Donc, on avait passé des conventions tripartites pour définir les grandes priorités d'action et avoir la satisfaction aussi de les atteindre année après année pour ne pas se décourager non plus dans le foisonnement aussi de sujets et de priorités. Alors, on agit en synergie d'abord auprès des différentes parties prenantes, les citoyens, les patients, les professionnels de ville, les établissements de santé et médico-sociaux, avec finalement avec des modalités d'intervention assez classiques et graduées, mais qu'on conduit ensemble. D'abord de la communication, parce que faire arriver le numérique en haut de la pile des décideurs et des acteurs, c'est aussi avoir un environnement communicant régulier sur le sujet.
sensibilisation, formation, et je crois qu'on a été plusieurs à le souligner ce matin. On va porter notre action vraiment tripartite sur le déploiement, enfin la veiller au déploiement des usages, à ce qui peut faire du nœud dans les usages et à dénouer finalement auprès des patients de l'accessibilité ou des professionnels, ce qui peut freiner dans les usages. Je crois que Virginie Magnan le disait très bien et c'est un exemple assez patent. Le numérique dans le médico-social, on y a mis beaucoup d'énergie et ensuite quand on s'est retourné, on avait tous les outils, on avait les professionnels prêts, mais ça ne communiquait pas. Enfin, ça ne fonctionnait pas. Et donc, cette attention aux usages, je crois, avec assurance maladie, GRAD et ARS, c'est vraiment le sujet de cette deuxième feuille de route, je crois. Et il y a aussi, bien sûr, une animation forte quand on doit monter plusieurs marches. Vous l'avez évoqué sur la cybersécurité, c'est pareil. C'est aussi une attention dans notre dialogue constant avec, bien sûr, la démocratie sanitaire, mais là, surtout les opérateurs, donc les professionnels de santé, les établissements, sur de l'animation et puis du renfort aussi en méthode, en appui. Et on voit très vite là qu'on est vraiment en interaction entre les équipes nationales et les acteurs de terrain. Il y a un point important aussi dans l'accompagnement des acteurs, la mise en œuvre, qui est l'aspect, et je crois qu'on l'a évoqué aussi à plusieurs voix, du financement. Donc, on agit aussi en synergie pour éviter les doublons, faciliter les tuyauteries, bien rendre lisible aussi le paysage aux acteurs qui vont bénéficier de ces programmes, aller chercher aussi ceux qui pourraient partir dans des programmes ou des initiatives pour les accompagner. Donc, assurance maladie, GRAD et ARS, on est bien sûr à l'instruction des plans nationaux. On est aussi dans le financement, côté agence régionale de santé, ce sont les fonds d'intervention régionaux qui financent les grades et donc c'est aussi une relation très précieuse et précise qu'on anime ARS grade pour que ça fonctionne bien et donc on repartage les priorités stratégiques de notre partenariat régulièrement. Et puis, bien sûr, l'assurance maladie qui a un très gros travail aussi auprès des professionnels libéraux pour accompagner le déploiement avec les financements. Donc, on le voit sur le numérique en santé. Je crois qu'on a toutes les ARS ont pris cette option pour favoriser ce partenariat et favoriser aussi le fait d'irriguer toutes les briques santé de la stratégie à venir à 5 ans. On aura bien sûr une mention très forte du numérique dans chacun des volets de nos projets régionaux de santé qui sont en cours d'actualisation 2023-2027. Et c'est comme ça aussi qu'on permettra d'être, je dirais, dans l'accélération nécessaire de l'application, de la mise en œuvre de cette deuxième feuille de route. Merci beaucoup, Élise. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire, que ce soit sur la convergence des SI régionaux avec les services SOC nationaux, que ce soit sur les SI départementaux ou les 3 projets stratégiques à venir de l'assurance maladie sur le bouquet de services aux professionnels, l'ordonnance numérique et l'application carte vitale. Mais le temps nous presse. Je voulais vraiment vous remercier chacun d'entre vous individuellement pour votre participation aujourd'hui et surtout pour le travail au quotidien avec vous et vos équipes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Merci à tous. Et donc, sans plus attendre, pour clore la séance d'aujourd'hui et lancer officiellement cette nouvelle feuille de route du numérique en santé, je vous prie d'accueillir chaleureusement Monsieur le ministre François Braun de la Santé et de la Prévention. Merci, Monsieur le ministre. On m'a laissé tout seul, finalement. Madame, Monsieur les responsables du numérique en santé, chère Ella et cher Raphaël, Mesdames et Messieurs, en vos grades, qualités, fonctions, chers amis. L'histoire de l'e-santé, vous le savez, est une histoire déjà ancienne. Ses prémices remontent... Je n'avais pas encore débuté la médecine, je vous rassure, mais pas loin. Au début des années 70, alors que s'enclenche le premier virage d'un bouleversement de cette médecine traditionnelle vers une médecine plus moderne, communicante, digitalisée déjà. Premier système d'information hospitalier, premier robot chirurgien, premier projet de patients, de dossiers patients informatisés.
c'était vraiment quelque chose pour eux qui ont connu cette époque, laissait déjà entrevoir le potentiel immense de cette révolution numérique. La démocratisation d'Internet dans les années 90-2000 accentue le phénomène de la e-santé avec ce deuxième virage, celui de la multiplication des possibilités, l'aboutissement de projets majeurs, la dématérialisation des feuilles de soins, la facturation électronique ou encore la carte vitale. Émergent bien sûr parallèlement les sujets de la régulation et de l'éthique de ces nouvelles technologies. Se pose alors la question de la place, du rôle des pouvoirs publics face à cette e-santé, officiellement définie en 1999 à Londres comme l'usage combiné de l'Internet et des technologies de l'information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives, à la fois localement et à distance. La France se dote alors progressivement d'une véritable politique publique autour de la santé numérique, dont découlent de grands plans d'investissement, les derniers, que ce soit Plan Innovation Santé 2030, le Ségur du numérique, la stratégie d'accélération santé numérique. Et bien entendu, la première feuille de route du numérique en santé 2019-2022, qui nous a permis de rattraper ce qu'on aurait pu qualifier comme un certain retard sur la e-santé, d'impulser une dynamique collective, nouvelle, ambitieuse. Les premières révolutions numériques sont aujourd'hui passées. Des outils technologiques ne sont résolument plus l'apanage des scientifiques ou de laboratoires de pointe, et encore moins des gadgets qui seraient réservés à une minorité. La technologie a radicalement évolué. Dans un monde qui change de plus en plus vite, beaucoup de chemin a été parcouru depuis cette première feuille de route du numérique. L'accélération fulgurante des perspectives offertes par l'intelligence artificielle, rien que ces derniers mois, nous prouve encore une fois tout le champ qu'il y a devant nous. La révolution que nous devons désormais réussir, ce troisième virage que nous devons négocier, c'est celui de la systématisation et de la démocratisation des usages du numérique en santé. Pour qu'il entre, qu'il se fasse une place dans le quotidien de nos concitoyens et bien sûr des professionnels de santé. Aussi, dans une société résolument digitale et interconnectée, l'objet de cette nouvelle feuille de route est de mettre le numérique au service de la santé. Cette feuille de route, c'est autant notre carte pour nous orienter à travers ces changements perpétuels et continus que notre stratégie pour être les acteurs de ces changements. Cette feuille de route l'affirme, le numérique est une chance pour améliorer nos politiques publiques, le numérique est un outil formidable pour l'accès aux soins, le numérique est un catalyseur de l'innovation pour notre recherche, le numérique est un levier de transformation majeur pour refonder notre système de santé, le projeter dans l'avenir face aux défis nouveaux. Vieillissement de la population, difficulté d'accès aux soins, mais aussi traitement des données, risques cyber par exemple. Cette feuille de route, c'est le cap que nous nous fixons pour les 5 prochaines années, pour renforcer les fondations d'un édifice d'infrastructure numérique déjà très abouti, afin de continuer de construire ensemble le cadre d'une santé numérique toujours plus universelle, inclusive et innovante. Avancer ensemble dans une démarche de co-construction systématique, c'est notre méthode pour embarquer les patients, les professionnels, les établissements, les entreprises, les industries et leurs représentants, comme cela a été fait pour la construction de cette feuille de route. Impressionnant. Plus de 300 contributions, 330 contributions, issues d'une grande concertation en ligne, plus de 100 rapports complémentaires d'entreprises, d'associations, sont des rencontres, des échanges dans 18 villes, dont 4 dans nos Outre-mer, rassemblant plus de 5000 participants. Sous l'égide de la délégation ministérielle du numérique en santé, que je remercie pour ce travail formidable, les acteurs engagés du terrain, les administrations centrales ont permis, en identifiant des problématiques très concrètes, propres à chaque écosystème, de rendre ce document stratégique majeur tout à fait opérationnel. Et c'est un point essentiel, on fait trop encore de documents et de rapports qui ne sont pas opérationnels. Des thématiques fortes, par exemple sur l'ergonomie des logiciels, le renforcement de l'inclusion numérique en santé, sont quelques exemples de ce côté très opérationnel du document. Cette méthode ouverte, innovante, participative, c'est celle du Conseil national de la refondation en santé, ces fameux CNR Santé, c'est cette nouvelle méthode de travail impulsée par le président de la République et que nous déployons dans le domaine de la santé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard
nombre d'initiatives issues des CNR territoriaux s'appuient sur le numérique en santé comme un levier d'accélération de solutions locales. C'est un bel exemple de cette e-santé concrète, utile, proche des gens et de solutions du quotidien. C'est un bel exemple finalement du numérique au service de la santé. Les 4 axes de cette ambitieuse stratégie numérique ont pu largement vous être exposés par les différents intervenants que je remercie pour la qualité de leur présentation et qui sont le reflet de leur investissement constant depuis des mois pour cet enjeu. 4 axes prioritaires donc qui se déclinent en 18 priorités et pas moins de 65 objectifs. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est essentiel, ça permet de cranter l'évolution et de bien suivre les travaux au fil du temps. La première de ces priorités, c'est la prévention. Vous m'accorderez quelques instants et de m'attarder un petit peu sur ce sujet. Vous savez combien ce sujet me tient à cœur, ainsi qu'au président de la République. C'est d'ailleurs dans l'intitulé de ce ministère. Maintenant, je pense que c'est bien intégré par tout le monde. L'innovation numérique nous fait rentrer dans une nouvelle dimension. Elle nous permet d'avancer vers une prévention de plus en plus personnalisée et de toucher du doigt la possibilité autrefois inatteignable d'une médecine prédictive grâce à l'analyse de données. Cette prévention active, personnalisée, elle s'incarne déjà dans un objet numérique très concret que vous avez tous dans votre poche, bien entendu, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est le carnet de santé du XXIe siècle. Une plateforme souveraine, un nouveau service public connecté qui est déjà opérationnel pour 65 millions de nos concitoyens, avec déjà plus de 10 millions de documents ajoutés chaque mois. C'est autant en un mois que depuis 2004 dans son ancêtre, le dossier médical partagé. Chaque enfant qui naît aujourd'hui en France dispose automatiquement d'un espace personnel qui le suivra tout au long de sa vie, avec notamment lister toutes les vaccinations obligatoires de l'enfant, et ce n'est qu'un exemple. C'est bien cela le numérique en santé qui permet à chacun d'être un véritable acteur de sa santé. C'est un outil, avoir la main sur ses données, suivre son état de santé, bénéficier de cette prévention personnalisée que je mentionnais. Pour que l'usage de Mon Espace Santé devienne un réflexe, il faut qu'il soit utile dans le quotidien. C'est pour ça que nous allons nous engager là tout de suite dans différents axes. Tout d'abord, renforcer les synergies entre les différents portails publics dans le champ de la santé. Dès 2024, seront en place les premiers parcours numériques articulés entre Mon Espace Santé, santé.fr et le compte Amélie. À terme, je souhaite que chacun, depuis un espace numérique unique, puisse avoir accès à ses démarches de santé, à l'information, à la gestion de ses droits d'assurance, de couverture, depuis un tableau de bord unique, global, cette porte d'entrée. Lancer les premiers usages de la messagerie Mon Espace Santé dès ce mois de mai, notamment pour l'envoi d'ordonnances aux pharmaciens. Je discutais le week-end dernier avec un collègue belge qui m'expliquait qu'il n'y avait plus d'ordonnance papier en Belgique. Il est temps que nous suivions ce chemin. En 2024, je veux que cette messagerie sécurisée soit en place pour permettre justement des échanges directs entre les différents professionnels de santé, l'envoi également de notifications personnalité de prévention sur la vaccination, le dépistage en fonction de l'âge et de son historique médical. Je vous parle d'applications, de plateformes de messagerie instantanée. Si ces outils vous sont à tous ici présents, je suis certain, déjà très familiers, il ne faut pas oublier que 13 millions de nos concitoyens dans ce pays sont encore à des degrés divers et pour des raisons tout à fait diverses, pas tout à fait à l'aise, et c'est peut-être un pléonasme, avec les solutions numériques. Je pense à nos aînés, je pense également et surtout aux personnes en situation de handicap. Mon collègue Jean-Christophe Combe a eu l'occasion d'insister sur ce point, je le rejoins totalement. Je veillerai à ce que cette feuille de route concrétise un très haut niveau d'exigence sur la mise en accessibilité de nos solutions numériques, en lien avec toutes les personnes concernées, et notamment en lien avec notre partenaire du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Troisième point, d'ici juin 2026, nous aurons formé 10 000 médiateurs au numérique en santé, pour justement accompagner cette digitalisation du système, s'assurer qu'il soit résolument une chance pour tous. Au-delà de Mon Espace Santé, de nouvelles innovations prometteuses émergent chaque jour dans le champ de la santé numérique. Il est essentiel d'accompagner les entreprises et les startups pour garantir un accès rapide aux solutions qui font la preuve de leur efficacité.
Je veux continuer d'enrichir le catalogue de solutions numériques référencées qui peuvent s'interconnecter et échanger des informations avec mon espace santé. Dépasser la barre des 50 applications d'ici fin 2026 est un objectif qui, j'en suis certain, est tout à fait atteignable. Je pense aux applications qui permettent, par exemple, de faciliter les préadmissions à l'hôpital ou pour les patients chroniques comme les diabétiques de suivre leur maladie. Tout ceci, bien sûr, en veillant à toujours laisser la main aux citoyens sur ces données et en préserver la confidentialité. C'est bien mon espace santé, ce n'est pas l'espace santé des professionnels de santé qui s'occupent de moi. C'est bien sûr un enjeu éthique, démocratique majeur auquel je suis particulièrement attentif et avec lequel nous ne transigerons jamais. Mettre le numérique au service de la santé, c'est le mettre au service des usages quotidiens des Français pour leur faciliter la vie. Mais c'est aussi, bien évidemment, le mettre au service des professionnels de santé pour faciliter le travail, améliorer leurs conditions d'exercice, leur faire gagner du temps précieux de soignants. Je suis réaliste et pragmatique. Je sais que la numérisation d'une procédure ou encore un nouveau logiciel peut être pour certains professionnels de santé encore parfois vécu comme une charge. Quand il faut ressaisir 3, 4, 5 fois la même information, mémoriser des dizaines de mots de passe, passer à l'hôpital de son logiciel du service au logiciel de l'hôpital, puis au logiciel de biologie, puis à l'imagerie, à chaque fois changeant de page, non, c'est pas possible. Le numérique ne doit pas générer des tâches supplémentaires qui plombent des journées déjà trop remplies. C'est un outil justement pour se décharger de nombreux actes administratifs, chronophages et fluidifier les procédures. C'est pour cela que je veux renforcer l'interopérabilité des différentes solutions numériques et intégrer directement mon espace santé au logiciel métier en ville et en établissement. La formation des professionnels à ces nouveaux usages de la e-santé est aussi essentielle. D'ici 2027, vous le savez, une formation au numérique en santé sera intégrée dans l'ensemble des formations initiales du sanitaire et du médico-social, du social également, ce qui représente 500 000 élèves tous les ans. Tout cela doit in fine permettre de gagner du temps pour nos professionnels, autant de temps supplémentaire pour se concentrer sur leur cœur de métier, sur la plus-value réelle qu'ils apportent, qui est bien sûr de s'occuper des patients. J'insiste là-dessus, c'est majeur, alors que notre système de santé fait face à des tensions importantes en termes de ressources médicales, nous devons tout concentrer pour faire gagner du temps soignant. Je veux, dans ce cadre-là, que les professionnels puissent accéder en un clin d'œil à tout l'historique médical de leurs patients, avec notamment d'ici 2025 l'accès au compte-rendu d'imagerie, également pour visualiser les examens réalisés n'importe où sur le territoire. C'est une source majeure de simplification, c'est une source majeure de qualité de prise en charge, c'est aussi une source majeure d'économie pour notre système de santé, pour éviter la répétition et la redondance d'examens. Cette simplification majeure du quotidien professionnel peut bien sûr aussi sauver des vies. Je ne vais pas vous raconter les situations d'urgence dans lesquelles on se trouve quand on n'a pas les antécédents du patient. Il y a quelques exemples célèbres sur des allergies au curare en particulier, où on aurait pu l'éviter dès lors qu'on avait la connaissance de ce dossier médical du patient qui maintenant va être facilement accessible. Je ne parle même pas des risques transfusionnels. La e-santé, partenaire des professionnels, c'est aussi des possibilités accrues de soutien à l'expertise médicale. Je pense bien sûr au domaine de l'imagerie médicale, où l'intelligence artificielle ouvre une réelle plus-value dans le diagnostic radiologique pour les praticiens, qui peuvent se focaliser sur d'autres tâches comme la relation avec le patient. Je pense également à ce que nous avons vu hier avec le président de la République à l'Institut Curie, la numérisation de l'anatomopathologie qui permet là aussi d'avoir des expertises à travers le monde sur des cas très particuliers où on a des pathologies rares et peu de spécialistes au niveau international. Pour les patients et les professionnels, nous l'avons vu, le numérique en santé est un levier d'amélioration, de fluidification des parcours de soins. La e-santé, c'est également un outil concret pour l'accès aux soins, particulièrement dans les zones les plus isolées ou les moins denses en professionnels de santé. Bien sûr, je parlais des progrès de la télémédecine qui suppriment cette notion de distance, constituant ainsi une solution pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, par exemple, lorsqu'ils peuvent avoir des difficultés de transport, éviter ainsi le renoncement aux soins.
L'idée n'est pas un développement totalement anarchique de la télémédecine, bien entendu, mais un développement réfléchi en termes d'outils et qui, nous le savons tous, s'adapte plus à certaines spécialités qu'à d'autres. En particulier, lorsqu'on pense à la dermatologie, qui est une spécialité rare, c'est parfaitement que l'outil de téléconsultation, voire de téléexpertise, permet de prendre en charge des patients et de leur éviter de grands déplacements. Nous avons donc des projets ambitieux pour le développement de la téléconsultation, tout en rappelant que ça reste bien un outil et que le principe de base de l'exercice professionnel, c'est bien au contact des patients. Pour autant, d'ici 2025, je souhaite que 1 million de patients chroniques aient pu bénéficier d'au moins un acte de télésanté dans leur parcours. Les patients chroniques sont bien entendu la cible privilégiée pour faire ces avancées et ces améliorations des prises en charge. La e-santé est un outil de résorption des inégalités géographiques en santé, bien sûr, dans les actes du quotidien comme dans les prises en charge urgentes également, alors que nous déployons le service d'accès aux soins dans tous les départements. Nous pourrons avoir accès en temps réel, en régulation médicale, au dossier des patients, la régulation médicale des SAS et leur généralisation qui permet également de faire de la téléconsultation avec maintenant l'utilisation de la visio dans ces salles de régulation et enfin, pour soulager les services d'urgence contentieux, pour mieux orienter les patients dans le système de santé en fonction de leurs besoins, la généralisation de la plateforme numérique du SAS nous permet d'agréger l'ensemble des outils qui permettent de trouver des consultations et donc faciliter là aussi les prises en charge. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, cette feuille de route doit nous permettre d'ancrer, grâce à des mesures concrètes, la e-santé au service de tous. Ce numérique emporte des opportunités formidables pour créer un système de santé plus fluide, plus juste et plus efficace. Des nouvelles opportunités qui sont aussi associées à des risques nouveaux qu'il faut gérer, anticiper, en déployant un cadre propice pour le développement des usages et de l'innovation du numérique en santé. Bien sûr, la vigilance cyber doit être décuplée avec des moyens à la hauteur des enjeux qui sont immenses. Je refuse que nos hôpitaux puissent être la cible privilégiée de pirates. Nous l'avons vu, trop vu, nous le voyons encore avec de nombreuses attaques qui sont heureusement bloquées. Je refuse que les données de santé de nos concitoyens puissent être pillées, revendues par des cybercriminels. Une feuille de route spécifiquement dédiée aux données de santé sera d'ailleurs construite d'ici la fin de l'année. J'ai confié une mission à Jérôme Marchand-Orvier pour la préfigurer. Parce que la santé est un champ éminemment sensible, particulièrement exposé à ces menaces, j'ai installé en décembre dernier un comité de pilotage interministériel dédié à cette question de la cybersécurité des établissements de santé. Et pour mieux armer les établissements, je veux qu'ils consacrent au plus tard en 2027, en moyenne, au moins 2% de leur budget au numérique, dont 10% sur la cybersécurité, et que des exercices de crise cyber soient réalisés au moins une fois par an. Ça, ce ne sera pas en 2027, c'est dès cette année, et bien sûr, tout particulièrement pour les sites qui seront exposés dans le cadre des Jeux Olympiques. Un cadre de sécurité abouti, adossé à une régulation répondant à de hautes exigences éthiques, c'est ce qui nous permettra d'assurer le développement de cette innovation numérique juste et utile, de maintenir le niveau d'attractivité de notre pays pour les entreprises, les talents de ce monde de la e-santé. Mesdames et messieurs, pour la première feuille de route du numérique en santé, que de chemin parcouru en 4 ans. Seulement 4 ans. Nous avons bâti ensemble les fondations, la base technique qui manquait à notre système. C'est grâce à ces avancées majeures que nous allons à présent franchir un nouveau cap, celui de l'usage, pour faire du numérique une réponse aux défis de notre système de santé. La route est encore longue, mais nous avons tout pour réussir. Les compétences, les talents, une vision, des moyens qui s'incarnent dans cette nouvelle feuille de route. Alors vous me connaissez, j'aime bien les citations de Churchill. Donc je vais vous faire une citation de Churchill particulièrement appropriée. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Je n'ai pas besoin de traduire, alors vous avez compris, c'est parfait. Cette feuille de route est un nouveau point de départ. Nous devons désormais nous mobiliser collectivement pour en atteindre chacun des objectifs ambitieux. J'ai parlé de la richesse de la mobilisation qui a permis son élaboration. Cette belle énergie que nous devons maintenir, faire vivre pour avancer dans ces grands chantiers et mettre le numérique au service de la santé.
L'État, le gouvernement sera présent, donnera les moyens à tous les acteurs engagés. Je peux alors vous faire ici une dernière annonce, et pas des moindres, certains d'entre vous le savent déjà. Le décret qui acte officiellement le rôle de la délégation ministérielle du numérique en santé comme une entité administrative à part entière des services de mon ministère a été publié hier. C'est une reconnaissance de son rôle essentiel, de l'importance prioritaire que nous accordons à ces sujets. En ce cadre, la délégation du numérique en santé participera régulièrement, de façon hebdomadaire, au CODIR que j'organise avec les principales directions. Aussi, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier, chacune et chacun, qui avez pris part à l'élaboration de cette feuille de route, vous dire que, et combien je compte sur vous, tout autant que vous pourrez compter sur moi, pour la suite qui, finalement, ne fait que commencer. Je vous éviterai encore une citation de Churchill que vous avez déjà entendue plusieurs fois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je crois comprendre que vous avez quelques minutes pour rester pour des questions de la salle. Peut-être juste avant d'initier cette séquence de questions, on souhaitait remercier les interprètes en langue des signes qui nous ont accompagnés aujourd'hui parce que c'est vraiment pas un travail facile. On souhaitait aussi s'excuser parce qu'on n'avait pas encore été jusqu'au niveau de la télétranscription, mais on ne l'oubliera pas pour les prochains événements sur le numérique en santé, qui est aussi une modalité d'accessibilité très importante pour ce type d'événement. On voulait juste aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de cette feuille de route. Évidemment, je veux notamment citer les agences régionales de santé et les grades qui nous ont beaucoup accompagnés dans l'organisation des événements tout au long du Tour de France. Marion Février, que vous voyez ici, qui a eu un rôle déterminant avec Pierre Dubreuil dans l'ensemble de cette élaboration, ainsi que l'ensemble des intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui. Et je vous propose sans plus tarder de passer à une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions particulières, on vous passe 2 micros qui permettront de les balader dans la salle. Déjà, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces présentations, c'était extrêmement intéressant. Donc, moi, je m'appelle Blandine Hirt, je suis responsable de la stratégie Europe Santé chez Weezings. Mais là, je vais vous poser une question plutôt autour de la cybersécurité parce que ça a beaucoup animé les débats. Moi, je suis une ancienne de chez Thales. Du coup, j'ai pu un peu aborder ces sujets et 2 questions assez opérationnelles. La première sur comment attirer des talents dans la santé parce qu'en effet, quand on participe, quand on voit les salaires qui peuvent être proposés aux sorties d'écoles d'ingénieurs dans les autres domaines industriels, est-ce que d'un point de vue très concret, au-delà de la beauté éthique de travailler dans la santé, comment est-ce qu'on attire des talents qui peuvent aller vers d'autres domaines de l'industrie, que ça soit à la fois dans les hôpitaux, dans le public, mais aussi même dans les startups qui travaillent sur ces sujets. Et du coup, une autre question, c'est autour des tiers-lieux d'innovation, les tiers-lieux d'innovation dans le numérique, qui sont hyper intéressants, qui ont été lancés l'année dernière. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y en aura pour la cybersécurité et faire intervenir des gros industriels français là-dedans et avec du budget? Je peux peut-être répondre très brièvement. Comme vous le soulignez, l'enjeu de l'attractivité pour les professionnels dans le domaine de la santé, professionnels du numérique dans le domaine de la santé, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour les hôpitaux, il est aussi potentiellement pour les agences régionales de santé, ici parfois au ministère, mais aussi chez les entreprises qui parfois, ça a été rappelé tout à l'heure par Pascal, ont des difficultés pour recruter dans leur R&D. Nous, les leviers d'action qu'on a, ils sont d'abord, vous l'avez dit, salariaux. On a fait des gros travaux et notamment la direction interministérielle du numérique a publié une grille spéciale numérique, entre guillemets, applicable pour ce qu'on appelle les personnels contractuels qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc ça, c'est déjà un atout et en lien avec la direction générale de l'offre de soins, on a recommuniqué l'année dernière
à l'ensemble des établissements sur la capacité d'utiliser cette grille qui est quand même pas mal, entre guillemets, pour recruter des professionnels contractuels. Et on a un certain nombre de travaux pour aussi travailler sur des personnels titulaires. Ça, c'est sur la partie salariale. Après, il y a aussi un diagnostic à construire sur c'est quoi exactement les métiers qui sont les plus en tension et ensuite mener des campagnes avec les employeurs pour qu'ils arrivent à recruter. Donc ça, c'est vraiment des actions fortes de la feuille de route, comme vous le soulignez. Et pour répondre à votre question sur les tiers-lieux d'expérimentation, nous sommes actuellement d'ailleurs dans la deuxième vague de cet appel à projet très important qui permettent de financer des lieux où on co-construit entre industriels, futurs usagers, les solutions de demain. J'espère qu'il y aura des candidatures sur la cybersécurité pour cette vague, je crois, qui est toujours en cours. Voilà. Je vous propose peut-être deux, trois autres questions. Bonjour, Marie-Angèle Lefebvre, journaliste pour l'APM. J'ai une question sur le budget total de cette feuille de route numérique. J'imagine que ça implique plusieurs budgets, mais est-ce que c'est possible d'avoir une idée de combien ça coûte, tous ces objectifs et la façon dont ça va être financé? J'ai une deuxième question sur l'Europe. Dans les objectifs, il y a plusieurs mesures qui concernent le niveau européen, notamment une évaluation européenne des DM numériques. Quels sont vos leviers d'action sur ce sujet? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été initiées? Merci. Alors, sur la partie budgétaire, bien évidemment, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, la feuille de route, elle est stratégique, mais aussi très opérationnelle. Donc, bien évidemment, on s'est immédiatement posé la question de quels moyens à l'appui de ces objectifs stratégiques qu'on a fixés. Tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a déjà 2 programmes d'investissement substantiels. Le Ségur, qui permettra notamment dans le cadre de sa vague 2 de financer une des actions prioritaires dont a parlé Annika, c'est-à-dire l'intégration dans les logiciels des professionnels de santé, de l'intégration fluide d'un accès à l'historique médical stocké dans mon espace santé. Ça, aujourd'hui, c'est prévu dans le cadre du Ségur. Idem, on a un 2e programme d'investissement substantiel à hauteur de 770 millions d'euros, qui est la stratégie d'accélération numérique. Donc ça, très concrètement, c'est notamment ce qui nous permettra de financer l'action dont Monsieur le ministre a parlé sur la formation des professionnels de santé ou bien celle qui vient d'être évoquée sur les tiers-lieux d'expérimentation. Néanmoins, sur des objectifs comme par exemple ceux du plan cyber, avec l'enjeu de monter la barre des dépenses régulières qui sont consacrées au numérique dans les établissements hospitaliers, eh bien, ça nécessitera définitivement, très clairement, des moyens complémentaires. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de voir au niveau ministériel et interministériel sur les budgets pluriannuels, parce que notre objectif, c'est de donner de la visibilité pluriannuelle sur les moyens qui seront consacrés à ces enjeux, en plus des 2 grands plans d'investissement dont je viens de vous parler, et on pourra en faire état à l'occasion de chacun de nos conseils du numérique en santé tous les 6 mois. Sur la question de l'Europe, donc vous savez qu'il y a un projet de règlement qui va tous nous impacter, qui est le projet de règlement pour un espace européen des données de santé. Aujourd'hui, la délégation du numérique en santé a la charge en interministériel sous le pilotage de Isabelle Zablit de définir la position française dans le cadre de ces négociations. Et donc très clairement, nous, notre objectif, c'est il y a des choses intéressantes dans ce projet de règlement qui très sincèrement, entre guillemets, prennent l'exemple de ce qui a été mis en place en France, que ce soit autour du carnet de santé numérique ou des valeurs éthiques au numérique en santé, et qu'on a bien l'intention de généraliser à l'ensemble de nos homologues européens. Il y a de même des réflexions sur la régulation du numérique en santé, où nous, vous le savez, notre conviction est que cette régulation, pour qu'elle soit intelligente, qu'elle soit impactante en termes de perspective de marché unique et pour qu'elle soit lisible pour les entreprises du secteur aussi, elle doit être alignée avec les règlements européens. Deux petits éléments complémentaires. Ouais, la cybersécurité, c'est bien sûr une priorité. L'été dernier, j'ai été amené à rajouter 20 millions sur ce cadre-là, suite à l'attaque sur les hôpitaux. Donc, regardons ça de façon extrêmement attentive dans le cadre interministériel dont je vous parlais, et des budgets pourront venir aussi dans ce cadre-là. Et puis, peut-être pour insister au niveau européen sur la position de la France, qui est vraiment de défendre les principes éthiques qui sont liés à tout ce monde numérique. Et puis, bien sûr, la souveraineté des données, mais je pense que vous en avez parlé. Mais surtout, la France se positionne pour pas faire n'importe quoi de ces données de santé. Ces données de santé, elles sont assez exceptionnelles dans notre pays déjà. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire d'une face large, beaucoup d'entreprises, y compris pharmaceutiques, qui seraient très intéressés pour pouvoir disposer de l'ensemble de ces données. Mais en tout cas, les principes éthiques sont ceux qui guident
notre action au niveau européen. Bonjour, merci pour cette intervention, Monsieur le Ministre. Samuel Gaudissart de Synapse Messaging, en charge des relations institutionnelles. Je voulais savoir, en fait, sur le numérique, il y a une question qui est inhérente, qui est celle de la fracture numérique. Quels vont être les leviers d'action qui vont être mis en place et qui vont accompagner cette feuille de route pour lutter contre cette fracture? Merci. Alors, cela vous a déjà été dit, je laisserai les côtés techniques et très techniques vous être précisés. Différents points. Déjà, s'assurer que l'ensemble des outils, l'ensemble des logiciels sont accessibles, quelle que soit la situation de handicap. Également, pour lutter contre cette fracture numérique, s'appuyer sur ces médiateurs, ces ambassadeurs du numérique. La France a la chance d'avoir un maillage important, mais qui va continuer encore de se développer sur les maisons France Service. En tout cas, les points France Service. J'ai eu beaucoup d'endroits où ils étaient même rattachés ou attenants à des maisons de santé pluriprofessionnelles. Je crois que par ces différents leviers, nous devons vraiment amener tous ces concitoyens qui sont loin, qui sont isolés du numérique pour entrer dans ce champ. C'est probablement eux qui en ont le plus besoin et qui en bénéficieront le plus. Donc oui, outre la formation des professionnels, la formation de médiateurs, l'implantation au plus près du territoire, voilà déjà les 3 points essentiels. Oui, cette considération sur l'inclusion numérique, c'est vraiment une de nos préoccupations, mais depuis le début, dans la mise en œuvre d'une politique ambitieuse, on ne peut pas considérer que le développement de ces usages laisserait de côté une partie de la population, 13% des usagers qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec l'ensemble des usages du numérique. Donc nous, très concrètement, d'abord sur les actifs dont on a très directement la charge, comme Mon Espace Santé par exemple, on améliore l'accessibilité, on fait également en sorte que ce service soit utile, même si une personne à titre individuel n'a pas la capacité de s'y connecter personnellement ou de gérer elle-même ses données. D'abord, et ça fait partie des priorités de la feuille de route, en déléguant l'accès à un proche, un peu comme on le fait souvent aujourd'hui à la maille familiale, hein, de filer un coup de main. Et demain aussi, en faisant en sorte que les professionnels de santé ils puissent accéder à l'historique médical de la personne, même si elle, toute seule, n'est pas allée se connecter. Et ça, c'est un des enjeux éthique liée à l'égalité d'accès, c'est-à-dire que quel que soit mon niveau d'aisance avec le numérique, que j'active ou non mon espace santé, les informations qui y sont stockées pourront être utilisées pour mieux me soigner. Et enfin, dans la relation qu'on va avoir avec les acteurs de l'écosystème, Monsieur le ministre l'évoquait, on a mis en œuvre d'ores et déjà un réseau qu'on a appelé des ambassadeurs du numérique en santé dans les territoires, les ambassadeurs Mon Espace Santé. C'est en lien avec le réseau des ARS et des GRAD. Et à chaque fois, on a une personne qui est là-bas en charge de définir une stratégie de solidarité numérique locale pour mettre en place ce qu'a cité Raphaël tout à l'heure, des interventions dans des centres commerciaux pour expliquer comment prendre un rendez-vous médical en ligne, des actions dans le hall d'accueil d'un hôpital pour expliquer aux personnes que maintenant elles vont recevoir leur lettre de liaison de sortie à la sortie de leur séjour dans Mon Espace Santé et les inviter à l'activer. Et c'est sous toutes ces actions de proximité avec l'aide des ARS, des GRAD, des réseaux de l'assurance maladie et de tous les acteurs qui sont d'ores et déjà engagés dans des actions d'inclusion, de solidarité numérique qui vont nous permettre d'accompagner tous ceux qui le souhaitent à prendre en main ces nouveaux usages. On a peut-être une dernière question et puis après on pourra de toute façon continuer les échanges en asynchrone. On est à votre disposition, bien évidemment. Bonjour, Monsieur le Ministre, Pierre Conneur de GIP-CEPAGE. On parle beaucoup de cybersécurité. J'entends qu'on va augmenter la grille des salaires pour pouvoir recruter des talents, mais autant moi, en tant que citoyen, j'attends que l'hôpital soit spécialiste d'un plan blanc. Autant, j'ai un peu de difficulté à comprendre que l'hôpital devienne un spécialiste du plan blanc de la cybersécurité. Je pense, enfin, c'est plus une réflexion qu'une question, que l'hôpital, son rôle, c'est de soigner, et il y a des industriels dont leur rôle, effectivement, c'est de développer des logiciels, mais également d'être des experts de la cybersécurité. Et il y a peut-être un modèle un petit peu à changer et de travailler plus en coopération, en partenariat avec l'industriel pour que la cybersécurité soit prise par des gens qui ont l'expertise, qui ont les ressources, les moyens, la spécificité, pour pouvoir tout le temps déporter des services dans l'hôpital, où pour moi, on est un peu à la limite du rôle de l'hôpital.
Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une approche à avoir. C'est pareil pour les problématiques d'hébergement. Dernièrement, j'ai vu un article où un hôpital était très fier d'avoir reconstruit sa salle suite à une attaque. Est-ce réellement son rôle? Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser à ce niveau-là. Si on veut atteindre très rapidement la sécurité dans les établissements, les critères HS que vous allez mettre en place, etc. Il y a peut-être un autre paradigme à regarder. Oui, d'une façon très, très globale et sans rentrer dans la technique, vous avez raison, mais il n'est pas à regarder, il est déjà regardé. Je crois que la coopération avec les entreprises se fait. C'est aussi notre rôle de donner un cahier des charges aussi le plus précis possible, de ne pas être non plus totalement dépendant d'un seul outil ou d'une seule entreprise. Mais bien entendu, l'hôpital actuellement montre bien son ouverture dans plein de fonctions vers les entreprises privées. Et ce sera le cas, et c'est le cas déjà, aussi pour le numérique et donc aussi pour la cybersécurité. Peut-être en complément, ça fait le lien notamment tous les travaux qui sont actuellement en cours avec les entreprises du numérique en santé sur les exigences cyber dans le cadre de la vague 2 du Ségur. Et par ailleurs, il existe un certain nombre d'initiatives. Je cite notamment la directive interministérielle qui s'applique à un certain nombre d'entités publiques sur l'idée d'aller pour les nouveaux projets plutôt vers un hébergement entre guillemets dans le nuage, dans toutes les bonnes conditions de souveraineté qu'on connaît, pour les établissements dont le métier n'est pas de devenir des éditeurs ou des experts du numérique. En tout cas, merci beaucoup pour ces différentes questions et merci à vous, Monsieur le Ministre, encore une fois. Et s'il y a d'autres questions à lesquelles on n'a pas pu répondre, on se propose évidemment, comme d'habitude, une porte vous est ouverte pour y répondre en asynchrone ou devant la salle juste après. Merci à tous en tout cas d'être venus ce matin. Merci beaucoup. Merci.